C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. RLP est donc au Festival de journalisme de Couture et donc nous sommes avec Carolina Cerda Guzman, vous êtes maîtresse de conférences en droit public et hier j'ai eu l'occasion d'assister à un débat concernant le rapport de Trump aux médias. Est-ce que dans un premier temps vous pouvez nous expliquer quel est le rapport de Trump aux médias ? Comment il les utilise ? Alors, comme tout bon président des États-Unis, lui, il est avant tout évidemment attiré par les médias parce que les médias sont, et ça vaut pour n'importe quel président des États-Unis, des moyens de relayer sa politique. Donc pendant très longtemps, Donald Trump a eu besoin des médias pour pouvoir diffuser sa pensée et réussir surtout à faire passer ses messages, les messages que lui estime importants auprès de la population. Ce qui est intéressant dans le cas de Trump, c'est qu'il a immédiatement perçu quels étaient les médias qui allaient poser problème pour diffuser ses idées et il a identifié ce que lui il appelle les médias classiques ou les élites des médias et sont en réalité essentiellement de la presse écrite et certains journaux, les journaux les plus anciens ou les plus réputés, que ça soit le Washington Post ou que ça soit d'autres, du Times ou d'autres grands journaux. Et donc il s'est dit, ce que je vais faire, c'est plutôt utiliser les autres médias qui pourraient m'aider, donc certains médias télévisés, notamment Fox News, qui a été un moyen de relayer ces idées, mais aussi beaucoup les réseaux sociaux et les médias qui sont en France pas forcément considérés comme des médias, mais plutôt donc des blogs, des podcasts, des choses de ce type. Et finalement, ces médias-là ont été les porte-voix de beaucoup d'idées de Trump. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est dans son nouveau mandat, eh bien, tout simplement, Trump, de manière encore plus ouverte et de manière encore plus franche qu'il ne l'avait fait lors de son premier mandat, il va très délibérément exclure certains médias, refuser l'accès à ces conférences de presse aux médias dits classiques, parce que, par exemple, un journal refuse d'appeler le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique, le Gulf of America, et bien pour cela, Trump va leur dire non, vous ne venez plus à mes conférences de presse. Donc là, maintenant, on est dans non plus une relation de gagnant-gagnant, mais dans une relation très conflictuelle entre certains médias, je dirais vraiment certains médias, et Donald Trump, et en revanche, un relais très très large des idées de Trump dans d'autres médias que sont les podcasts, les blogs, les sites internet et les réseaux sociaux. Est-ce que les médias qu'il utilise, les blogs, les podcasts, etc., étaient déjà présents à la première élection ? Première question. Et deuxième question, si oui ou non ils étaient présents, comment ça se fait que pendant sa première campagne, il a bénéficié de plus de 50% de médiatisation que Hillary Clinton ? Alors, très bonne question. Et pour pouvoir y répondre, il faut déjà prendre conscience que les règles que nous, on a de relations entre les médias et les campagnes électorales en France ne sont pas du tout les mêmes aux États-Unis. En France, on a cette idée que, effectivement, on a une structure, avant qui s'appelait le CSA et maintenant qui s'appelle l'ARCOM, qui est là, qui a été fait pour établir des règles très strictes en matière de répartition du temps de parole et de la couverture médiatique des différents candidats. On a des règles en plus qui sont extrêmement élaborées parce que on a un calendrier et il y a des périodes dans lesquelles on a plutôt une répartition qu'on dit équitable du temps de parole, donc on est grosso modo essayer de respecter les temps de parole de chacun des candidats, puis ensuite on a une phase de répartition égale du temps de parole, donc là on est strict et il faut que chaque candidat soit représenté de la même manière. Aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Aux États-Unis, pas du tout la même logique. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, on a une liberté d'expression qui est un droit qui est reconnu dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis et qui est entendu depuis les années 60-70 comme un droit absolu. Ce qui est très important aux États-Unis, c'est le fait que cette liberté d'expression, elle doit être totale, ou en tout cas, pas totale, mais en tout cas la plus libre possible. Pour qu'elle soit libre et que le marché libre des idées puisse se faire jour, la Cour suprême a, au fur et à mesure des années 60-70 et puis sous Reagan et puis ensuite encore plus récemment, détricoté toutes les règles qui
contraignait les médias à avoir un accès ou un traitement égal entre les différents candidats. Donc, on a eu dans les années 80 des règles qu'on appelait la fairness doctrine, donc la doctrine de l'équitable, qui obligeait justement, quand un média faisait venir un candidat, d'aussi faire venir les autres. Celle-ci, elle a été supprimée dans les années 80. Ensuite, on a eu, par exemple, une décision de la Cour suprême qui date de 2010, qui s'appelle Citizens v United. Et dans cette décision, la Cour suprême a dit en fait, la liberté d'expression des candidats doit être telle qu'on ne doit même pas limiter le montant des campagnes électorales. Parce que limiter le montant des campagnes électorales, c'est limiter l'expression des candidats. Donc vous comprenez bien qu'en réalité, c'est vrai que vu de France, on se dit c'est pas normal qu'un candidat ait plus de 50% de couverture médiatique, contrairement à l'autre candidat. Aux États-Unis, finalement, c'est vu comme une conséquence de ces règles, parce que vouloir absolument avoir un 50-50 total, ce serait brider l'expression politique. Et autant ils peuvent fixer quelques règles pour des débats télévisés. Donc aux États-Unis, vous allez voir, lorsqu'on a une chaîne qui fait un débat télévisé avant l'élection présidentielle avec les deux candidats qui s'affrontent, là oui, ils vont instaurer un temps de parole égal, et ça c'est imposé par le droit, mais après, une fois qu'ils ont fait parler les deux, ils peuvent faire venir qu'un seul candidat, plusieurs séances, plusieurs jours d'affilée, sans que ça pose véritablement problème. Et là, Trump, en plus, il a, comme on l'a vu, ses relais à travers ses podcasts, ses réseaux sociaux, qui lui donnent une avance beaucoup plus grande au niveau de la diffusion médiatique. Et du coup, j'avais quand même une question sur finalement le rôle des médias. Alors vous avez bien évidemment expliqué qu'il utilisait des médias peut-être, je ne sais pas si je peux dire alternatifs, disons des blogs, le recours au podcast, etc. Quel est le rôle de ces médias qui finalement ne soutient pas tout le temps Trump, mais finalement contribue à sa popularisation? Alors, c'est une très bonne question parce que actuellement les médias qui ne se sont pas donnés comme mission des soutiens de Trump se trouvent bien souvent dans une position devant une espèce de dilemme cornélien de qu'est-ce que l'on fait face à cela. Certains journaux, en plus, même s'ils ne souhaitent pas être des soutiens de Trump, se sont, du fait de leurs propriétaires, vus infliger un certain nombre de consignes. On sait que certains journaux, maintenant, ne peuvent plus aller frontalement contre Donald Trump et doivent rester sur, en tout cas, dans certaines thématiques, ce qu'ils considèrent être objectif face à Trump, et c'est en réalité juste rester sur les faits. Mais ne pas apporter d'analyse critique à l'égard de Trump. Alors, on sent qu'il y a beaucoup de frustration, notamment au Washington Post, qui est le journal qui est actuellement dans ce cas de figure-là. Et on les trouve, on les voit, on les sent très embarrassés face à cela. Alors, il y a eu des mouvements de protestation. Certains ont démissionné pour refuser cela. D'autres restent et essayent malgré tout, entre les lignes, de pouvoir avoir ce regard critique. Mais il y a aussi la question tout simplement de est-ce que l'on doit continuer à traiter Donald Trump de manière aussi quotidienne, d'autant qu'il donne des informations où il nourrit les médias quotidiennement. Tous les jours, il y a des nouvelles propositions de réforme, de révision, et il y a aussi ces changements d'humeur et ces changements d'avis, un coup des tarifs, un coup pas de tarifs, donc un coup des frais douaniers, d'autres pas de frais douaniers. Bon, donc c'est difficile pour des médias de dire non, on ne va pas couvrir ces questions. Donc là, en ce moment, les médias sont, en tout cas les médias mainstream, les plus grands médias aux États-Unis, sont face à ce dilemme et on les sent pousser pour essayer de réorienter le regard aussi face aux démocrates, d'essayer de regarder que se passe-t-il du côté des démocrates. Mais le problème étant qu'au sein du Parti démocrate, il n'y a pas encore de figure majeure qui a pu émerger et qui permettrait de faire d'avoir un autre narratif, des contre-propositions. Et donc là, j'ai l'impression, dans une phase d'attente et d'essayer de trouver des solutions parfois très ponctuelles, mais pour d'autres un peu plus pérennes, pour
gérer ce cas Trump parce qu'il n'est qu'au tout début de son second mandat. Donc il est entré en fonction le 20 janvier 2025, il a 4 ans encore c'est en 2029 qu'il va quitter sa fonction, donc il faut pouvoir trouver des solutions d'ici là. Et j'aurais une dernière question. Vous l'avez dit, donc Trump, on le sait, Trump inonde les médias, il est très médiatisé, avec un flot incessant d'humeur, de billets, d'annonces qu'il fait. Mais aussi, on voit que finalement, les médias, les journaux sont un petit peu sa source de propagande. Voilà. Alors, est-ce que ça, d'après vous, ces mécanismes-là, est-ce que c'est travaillé ou est-ce qu'il y avait vraiment une stratégie derrière? Ici, en France, pour certains, j'imagine, il me paraît des fois bête, c'est grossier, c'est vulgaire, évoque l'incompréhension. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors là, moi, je me fie ici, pour répondre à votre question, à des travaux et à des analyses qui ont été faites par des spécialistes de la communication, mais aussi des spécialistes de la science politique, parce que derrière, il faut essayer pour répondre à cette question, ça va au-delà du droit, parce que c'est aller chercher parmi les sources des conseillers de Donald Trump, et qui ont parfois écrit dans justement des blogs perdus. Ils ont écrit parfois dans des réseaux sociaux ou des chats leurs idées et leur propagande. Et donc ça, c'est une expertise en soi. Et donc quand on lit les experts, ceux qui s'intéressent à ces questions, effectivement, ils mettent en avant l'idée qu'il y a quand même que tout ceci est extrêmement pensé, que à la suite de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, face à l'impossibilité pour ce groupe de supporters de Trump de finalement arriver à plus que simplement faire une effraction au sein du Congrès américain. Eux, ils espéraient plus, qu'ils arriveraient à bloquer le processus de désignation du président Biden. Face à cet échec, il y a eu des conseillers qui ont pensé une stratégie. Et dans cette stratégie, il y a évidemment la reprise en main d'un certain nombre de médias, et pas simplement contrôler les médias en ayant des grands propriétaires ou des grands millionnaires qui allaient à racheter ces médias, mais c'est aussi quels sont les messages que l'on va mettre en avant dans ces médias. Et ça, c'est une stratégie qui a été mise en place par ces conseillers, avec une démarche de également s'assurer de multiplier les publics. Il y a eu une focalisation très grande qui a été faite à travers les jeunes hommes. Sont eux qui ont été énormément ciblés au tout début. Et maintenant, l'élargir à d'autres pans de la population. Et cette stratégie, elle a été si efficace qu'effectivement, c'est difficile de se dire qu'ils vont changer de braquet et quels sont finalement les moyens que l'on pourrait avoir pour contrecarrer cette stratégie. Et sont très difficiles parce que dès qu'un nouveau podcast ou nouveau chat qui se fait ailleurs pour essayer de contrecarrer ce qui est fait du côté Trump, de nouveau, Trump a encore des ressources ou en tout cas ses soutiens pour essayer de contrer ce discours et minimiser ce discours. Donc pour moi, il y a très clairement, en tout cas de ce que je comprends par les spécialistes, une stratégie qui vise pas uniquement à la reconquête du pouvoir de Trump avec ce deuxième mandat, mais véritablement une stratégie qui va plus loin de tout le mandat, de comment ils vont organiser ce mandat, avec justement cette idée de Steve Bannon d'inonder tous les jours les médias pour justement qu'ils ne soient incapables de sélectionner les bonnes informations. C'est une stratégie qui, a priori, a vocation à durer les 4 ans. Et là, c'est la grande question, jusqu'à est-ce que ça va s'arrêter après ces 4 années? On a ce suspense-là. Normalement, d'après la Constitution américaine, toute personne élue présidente ne peut faire que 2 mandats, pas plus. Donc, a priori,
ne devrait pas faire un troisième mandat, mais on voit bien déjà apparaître le discours d'un troisième mandat pour Trump. Et je pense que on voit dans cette stratégie l'idée d'imposer ce nouveau discours et donc de prolonger encore plus longtemps la domination de Donald Trump dans la politique américaine. J'ai une dernière question du coup. Comment finalement, en tant que citoyen américain, j'imagine, mais aussi nous en tant que lecteurs de journaux. Alors d'abord, disons, en tant que citoyen américain, comment on fait ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous savez comment ça se passe là-bas pour sélectionner l'information, pour l'entendre, pour la trier face à cette, comme vous l'avez dit, inondation de la parole ? Alors, pour l'instant, on voit que les citoyennes et citoyens, ils sont perdus. Votre question, c'est une question que tout le monde se pose en réalité. Comment je fais pour trier mon information ? D'autant plus que ce que l'on voit, et encore, je trouve que c'est déjà bon signe s'il y a quelqu'un qui se pose la question, parce que je pense que beaucoup de citoyennes et citoyens, que ce soit aux États-Unis ou ici en France, sont convaincus qu'ils ont déjà fait une bonne sélection de leurs médias, qu'ils ont les informations qui leur convient et arrivent à se retrouver dans une espèce de bulle d'informations qui leur satisfait et leur permet d'avoir ce dont ils ont besoin. Sauf que généralement, ces bulles d'information, elles sont toujours biaisées parce que on va chercher des médias qui vont dans notre sens ou qui confortent nos idées. C'est tout à fait naturel. Moi, la première, moi, au bout d'un moment, quand on invite à peu près tout le monde, les mêmes invités à la radio, au bout d'un moment, au bout de 2 mois, je dis ça, j'en peux plus en fait. Je peux plus écouter une énième fois tel candidat de tel parti. Ça me fatigue, je peux plus. Donc, je ferme la porte à un média qui m'aurait pu m'apporter une contradiction, mais que je refuse d'écouter. Et ce que je conseille, et ce qui sont faits par en réalité, les meilleurs outils sont des outils qui ne dépendent pas vraiment des citoyens. Les meilleurs outils, ce serait d'avoir une discussion très ouverte sur les algorithmes par lesquels nous parvient l'information, parce qu'on est beaucoup à consulter les informations via notre téléphone ou via notre ordinateur, et que ce sera à travers nos abonnements ou nos likes que l'on arrive à avoir cette information, sauf que cette information est en réalité grandement dépendante des algorithmes qui sont fixés par les grands fournisseurs de ces informations, que ce soit Google ou que ce soit Instagram, Twitter si vous utilisez encore Twitter, enfin maintenant X, ou que ce soit d'autres réseaux sociaux. Donc il y a ça, et ça ne dépend pas du citoyen, et donc il y a quelque part finalement pratiquement une éducation civique à l'égard des réseaux sociaux à avoir, à développer, à se dire je vais me forcer à liker aussi des choses ou à m'abonner à des fils qui me posent problème pour pouvoir accéder aussi à cette information. Et puis ensuite, il y a aussi s'astreindre en fait à aller chercher ailleurs des sources d'informations auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ça c'est à nouveau une éducation civique personnelle, mais qui est à faire, d'apprendre à questionner et d'avoir de la distance par rapport aux informations que l'on a. Moi, je le vois dans ma famille, c'est toujours questionner. Pourquoi tu penses que cette information, elle est vraie ? D'où tu la sors ? D'où elle vient ? Qui te l'a dit ? Est-ce que tu es sûr de la véracité de ce chiffre, de cette donnée, de cette information, de ce rappel historique ? Tout ça, c'est une attitude que l'on doit avoir, de critique, de distance par rapport à l'information. C'est pas toujours facile de faire ce travail de recherche, mais je pense que on est malgré tout amené à devoir le faire un tout petit peu pour ne pas se sentir totalement passif face à l'information qui nous arrive. Peut-être que je me trompe et que c'est un jugement un peu trop hâtif que j'ai, mais finalement, avec le cas de Trump, est-ce que c'est pas d'autant plus déstabilisant que Trump étant le président des États-Unis, donc figure représentant du pays, on pourrait penser comme ça d'un président qu'il est honnête ou qu'il essaie d'être juste, qu'il essaie de représenter certaines valeurs. Et alors effectivement, on n'est pas dupe,
y a des tromperies un peu dans chaque pays, mais disons que j'ai l'impression qu'avec Trump, il y a plus de façade, quoi. Oui, c'est ça qui est extrêmement déstabilisant avec lui, c'est qu'il y a on va dire un dédain tellement total face aux cadres et aux limites que peuvent lui fixer le droit ou les institutions ou simplement l'esprit démocratique. Et par esprit démocratique, je veux dire le fait que l'on n'impose pas des décisions à des gens qui n'en veulent pas, mais dans lesquelles on participe et qu'il faut écouter l'autre. C'est quand même dans la base d'un État démocratique. Et ça n'existe pas chez Donald Trump et donc c'est extrêmement déstabilisant. Mais en même temps, je pense que ça c'est une donnée que l'on devrait aussi toujours garder en tête, c'est que les gouvernants ne sont pas des gens vertueux. On n'a pas la garantie que les gens vont jouer le jeu du cadre institutionnel, du cadre constitutionnel et qu'il faut aussi imaginer des mécanismes qui permettent, même si on élisait la pire personne, la plus incompétente, la plus ignare et la plus détachée des intérêts du collectif, qu'on ait des mécanismes qui empêchent en fait d'aller appliquer et mettre en œuvre ces valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et voilà pourquoi moi j'aime tant le droit constitutionnel, c'est que c'est une matière pour moi, le droit constitutionnel, dans laquelle on va essayer d'imaginer un pouvoir et imaginer toute une série d'institutions et de rapports entre les institutions et dans le seul but de limiter le pouvoir. Et pourquoi on veut limiter le pouvoir ? Parce qu'on sait d'avance, c'est une expérience humaine, comme dirait Montesquieu, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, et que donc il faut par essence qu'on imagine que arrivera au pouvoir quelqu'un qui fera tout pour se l'accaparer. Et que peut-on faire pour empêcher cette situation, empêcher qu'il y ait une concentration totale du pouvoir. Et pour moi, c'est ça la solution. C'est le cas Trump nous oblige à nous, en tant que Français, à regarder encore plus froidement notre Constitution et à nous dire est-ce qu'elle est suffisamment protectrice ou pas si une telle chose arrivait en France. Moi, je pense que non, mais je vous laisse, les auditrices et auditeurs aussi, se faire leur opinion. Donc, affaire à suivre. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes Carolina Corda-Guzman et que vous êtes donc maîtresse de conférences en droit public. Merci beaucoup.